Quels sont les signes de précocité de l'enfant? Plusieurs signes peuvent être repérés qui ne font pas pour autant un diagnostic. Le diagnostic va être posé par les tests d'évaluation du QI, donc du quotient intellectuel. Pour autant, au quotidien, les enfants présentant un haut quotient intellectuel se présentent souvent comme des enfants très curieux, parfois anxieux, du fait d'une grande lucidité sur le monde et ce qui les entoure. Donc c'est des enfants qui peuvent effectivement poser énormément de questions, avoir par exemple le soir aussi des difficultés à s'endormir. C'est des enfants qui peuvent aussi être très intéressés par tout ce que l'on peut leur proposer d'une façon à la fois ludique, en termes d'apprentissage, en termes de connaissances. Une autre question me vient, est-ce que des parents surdoués font des enfants surdoués? Alors c'est une question importante parce qu'effectivement la recherche va dans ce sens. Il semblerait qu'il y ait une composante congénitale, héréditaire à la surdouance et qu'effectivement certains parents vont surdoués, vont avoir des enfants surdoués. De même qu'aujourd'hui, certains parents réalisent qu'ils ont été des enfants surdoués, commencent à comprendre le mal-être qu'ils ont pu traverser pendant leur période scolaire du fait du diagnostic qui va être posé chez leur enfant. Alors justement, parlons du QI, puisque une question me vient, c'est qu'est-ce que le QI? Est-il fiable à 100%? Alors, justement, peut-être qu'une première notion à bien intégrer, c'est que finalement l'intelligence ne se mesure pas. Elle peut s'évaluer et notamment elle va s'évaluer en fonction de ce que cette intelligence, de ce que ce fonctionnement mental permet de réaliser. Et donc le quotient intellectuel va effectivement être évalué à partir de différents tests, des tests qui ont été échelonnés, c'est-à-dire qui ont été vérifiés, élaborés effectivement à partir de jeux, d'exercices qui permettent, adaptés bien sûr à chaque âge, ce qui fait qu'il existe différents tests, le plus connu étant le WISC, mais il y a aussi l'échelle de Wechsler ou d'autres qui permettent, selon l'âge de l'enfant, d'évaluer son quotient intellectuel. Donc effectivement, il a un intérêt, il est fiable, avec certaines nuances, puisqu'effectivement, selon l'état de l'enfant, c'est-à-dire effectivement s'il est fatigué ou s'il est stimulé, s'il est énervé, s'il est compliant ou au contraire s'il fait de la résistance, les résultats peuvent varier. Mais effectivement, chez un enfant à haut potentiel ou à haut quotient intellectuel, les chiffres étant de toute façon élevés, on peut quand même poser le diagnostic. Pour préciser peut-être un peu les choses, c'est vrai qu'on considère aujourd'hui qu'un QI autour de 100 est un QI effectivement dans la moyenne. On considérera qu'un enfant ou qu'un adulte, adolescent ou adulte, est à haut potentiel lorsque son QI dépasse les 130. Un parent me demande, voilà, je vois ce que peut représenter l'intelligence, mais que veut dire l'intelligence émotionnelle? Alors effectivement, c'est vrai que c'est une notion qui revient beaucoup aujourd'hui. Certains même ont tendance à vouloir séparer haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel, ce qui n'est pas forcément pertinent, puisque l'expérience montre que très souvent, les enfants présentant un haut potentiel intellectuel ont également un haut quotient émotionnel. Pour autant, c'est important de différencier les choses. C'est-à-dire que longtemps, on s'est surtout intéressé à la question de l'intelligence humaine, c'est-à-dire dans sa dimension plutôt cognitive. Cognitive, c'est-à-dire quoi? Ça correspond aux fonctions cognitives que sont la mémoire, les facultés de raisonnement, notamment l'attention ou le raisonnement logico-mathématique. C'est-à-dire finalement toutes ces facultés qui vont permettre d'apprendre, de raisonner et d'établir, si vous voulez, des connexions entre les choses qui nous entourent. L'intelligence émotionnelle, elle, correspond à la capacité de percevoir ses émotions et celles des autres, de les comprendre et de les utiliser pour effectivement favoriser un fonctionnement relationnel pertinent. Elle a bien sûr un lien avec l'intelligence sociale. Il y a donc effectivement une grande différence.
Une autre question me vient. Si les signes de précocité sont détectés, est-il nécessaire de faire tester son enfant? C'est une question à nuancer. Effectivement, j'encouragerais à faire un test pour établir un diagnostic si ce diagnostic peut aider l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'enfants à haut potentiel qui, paradoxalement, peuvent être donc soit mal intégrés en classe, soit avoir des résultats qui, justement, sont contradictoires avec leur capacité intellectuelle. Des enfants qui peuvent être mal dans leur peau. Ça devient donc intéressant et nécessaire même de trouver, d'identifier les facteurs à l'origine de cet état pour les aider justement à aller mieux. Et donc dans ces cas-là, faire un test de précocité permettant d'expliquer les choses à l'enfant, peut-être même de le rassurer sur le fait qu'effectivement il est différent des autres. Tous les enfants, bien sûr, tous les individus sont différents, mais lui particulièrement, puisqu'effectivement son fonctionnement intellectuel parasite ses relations aux autres, parasite ses apprentissages scolaires ou classiques, et ce diagnostic va nous permettre, ou va permettre aux parents de faire des choix qui vont être utiles à l'enfant. Pour autant, un enfant qui va bien, un enfant qui est bien intégré en classe ou avec ses copains, même si effectivement on sent qu'il y a un potentiel, il n'est pas nécessaire de poser le diagnostic. On peut se le dire sans avoir besoin de le vérifier avec des chiffres, sachant encore une fois que le QI n'est qu'un aspect, n'est qu'une évaluation qui ne suffit pas à poser le diagnostic. Mon enfant s'ennuie à l'école, est-il surdoué? Vaste question, sachant que l'ennui en soi déjà est une question que l'on peut se poser. Il faut donc, pour être clair, tout enfant qui s'ennuie à l'école n'est pas forcément un enfant à haut quotient intellectuel. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans nos sociétés actuelles, beaucoup d'enfants sont très stimulés par les écrans, par les jeux, par leurs parents qui les accompagnent, répondent à leurs questions, leur font effectivement faire plein de choses à la maison. Ce qui fait que souvent, l'école, la maîtresse ou le maître, tout seul sur son estrade, peut paraître un peu ennuyeux ou en tout cas peu stimulant chez des enfants qui effectivement sont très stimulés à l'école, multiplient les activités. Donc c'est pour ça que l'ennui, c'est pas un critère unique. En revanche, ce qu'il faut percevoir, c'est que l'ennui chez l'enfant à haut potentiel est un ennui un peu spécifique. C'est là où il va y avoir une différence. C'est-à-dire que ce n'est pas un ennui lié au fait qu'il a envie effectivement de s'amuser avec sa tablette ou de faire autre chose que ce qu'on lui propose à l'école. C'est un ennui qui est plus existentiel. C'est vrai que ce sont des enfants qui en permanence se posent des questions, qui ont une grande lucidité par rapport au monde, lucidité qui peut même être angoissante, et donc finalement cet ennui est plus lié au fait qu'ils ne sont jamais complètement nourris, satisfaits des réponses qu'ils trouvent, et finalement les réponses qu'apporte l'école, les apprentissages bien sûr nécessaires, fondamentaux que peut proposer l'école, ne vont pas suffire à apaiser ce besoin de comprendre les choses. Mon enfant n'arrive pas à dormir la nuit. Il me dit « Maman, je m'ennuie la nuit, alors je me parle dans ma tête. Comment l'aider ?» Question qui déborde aussi la notion seule d'enfant à haut quotient intellectuel. Il va être important de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de je me parle la nuit. Est-ce qu'effectivement on est face à un enfant à haut potentiel et qui, comme on l'évoquait, est en permanence agité mentalement par des questionnements, par une perception des contradictions du monde, par une réceptivité émotionnelle, c'est-à-dire qu'il perçoit aussi les émotions de ses propres parents, leurs angoisses, leurs questionnements, tout ce qui peut les parasiter au quotidien. Et au moment du coucher, ce moment qui est un moment où on va effectivement se retrouver seul face à soi, est vraiment un moment qui peut être d'autant plus déstabilisant pour l'enfant à haut potentiel. Pour autant, il faut savoir qu'il y a aussi chez la majorité des enfants, à un certain âge, une certaine angoisse
à plonger dans le sommeil, angoisse liée au fait que quand on s'endort, on plonge dans un univers complètement méconnu, on perd complètement prise avec ce qui se passe autour de nous, on plonge dans un état que mystérieux, et ça peut effectivement être angoissant. C'est aussi bien sûr un moment où on se sépare de ses parents, un moment où on arrête ses activités. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément un moment que les enfants autour de 3 ans aiment beaucoup. C'est pour ça que ça va être important de beaucoup l'accompagner. Si je dois proposer des conseils, je crois que tout ce qui va permettre une transition entre la veille et le sommeil est nécessaire. Donc mettre en place des petits rituels, comme le brossage des dents, comme l'histoire au moment où l'on se couche, peut être tout à fait apaisant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rituels, d'une façon générale, ont une grande efficacité sur les angoisses, quelle qu'en soit leur origine, parce qu'effectivement, elles permettent à l'enfant de mettre en place des choses qui sont permanentes et qui ne changent pas d'un soir sur l'autre. Quels sont les professionnels habilités à pratiquer les tests de QI? Effectivement, les tests de QI sont des tests très spécifiques, standardisés, et il est donc préférable de les faire réaliser par des psychologues spécialisés dans les tests psychométriques et éventuellement qualitatifs. Souvent, moi j'encourage les parents, lorsqu'ils font des tests, lorsqu'ils veulent tester leur enfant, de ne pas se contenter de tests psychométriques, mais d'y associer des tests qualitatifs, c'est-à-dire qu'ils vont aussi évaluer le fonctionnement émotionnel ou psychique de l'enfant. Sachant qu'il n'y a pas, ou que les tests spécifiques pour évaluer le potentiel émotionnel, le quotient émotionnel, ne sont pas aussi standardisés que ceux qui sont réalisés pour le QI, et donc peuvent être effectivement, ne sont pas forcément d'une fiabilité absolue. En tout cas, ne sont pas reconnus d'un point de vue scientifique. Quel lien y a-t-il entre hypersensibilité et haut potentiel émotionnel? C'est une question là aussi importante, car une question de nuance. Les hauts potentiels émotionnels sont donc des enfants qui vont avoir cette intelligence émotionnelle dont on parlait, cette capacité à évaluer ses émotions, mais également les émotions des autres, les comprendre et les gérer de façon la plus adaptée, qui peut être parasité justement par l'intensité de la perception avec lesquelles ils comprennent les choses. Ce sont souvent des enfants qui sont comme des éponges émotionnelles, ce qui peut aboutir à des paradoxes comportementaux. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui effectivement vont avoir une haute intelligence émotionnelle et qui pour autant, dans le désir effectivement de répondre à ce qu'ils perçoivent, de se conformer à ce qu'ils comprennent des émotions des autres, peuvent finalement ne pas être complètement bien dans leur peau avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors, la différence avec l'hypersensibilité, c'est que c'est vrai que l'hypersensibilité est le terme un peu tout venant qu'on utilise pour qualifier les enfants ou les adultes à haut potentiel émotionnel. Pour autant, il peut parfois être confondu avec cette notion un peu générale que l'on va avoir dans la vie de tous les jours, avec des enfants qui seraient très sensibles aux émotions, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément un haut potentiel émotionnel, c'est-à-dire cette capacité spécifique à capter, comprendre, gérer les émotions, mais qui vont surtout être sensibles aux émotions très intenses comme la frustration, comme la colère, comme éventuellement la tristesse, et qui peuvent se laisser déborder par leurs émotions sans forcément être sensibles aux émotions des autres. Vous voyez la nuance. C'est-à-dire qu'un enfant hypersensible au sens trivial du terme n'est pas nécessairement un enfant à haut potentiel émotionnel. Est-ce que le fait d'être surdoué nous empêche toujours de bien gérer nos émotions? Effectivement, ce que l'on observe, c'est que les enfants à haut potentiel intellectuel sont souvent des enfants à haut potentiel émotionnel. Ce qui fait que
tout en étant très sensibles aux émotions des autres, tout en étant attentifs à leurs propres émotions, en les comprenant, vont également être agités par cette lucidité dont je parlais, qui les amène effectivement à être en permanence dans le doute. Et c'est vrai qu'une des caractéristiques de l'intelligence, c'est de douter. Et ce doute fait qu'ils ne sont jamais sûrs des réponses à apporter, ils ne sont jamais sûrs de... Et surtout, ils ne peuvent pas s'autoriser complètement à être eux-mêmes avec l'idée justement de répondre aux attentes des autres. Et donc c'est vrai que ce sont des enfants ou des adultes qui parfois peuvent avoir du mal à gérer ces émotions parce que justement ils en ont une acuité particulière, ce qui peut sembler effectivement paradoxal. Y a-t-il des preuves scientifiques de la précocité? Alors, ce terme de preuve me fait bien sûr nuancer les choses. Les recherches actuelles montrent qu'on possède effectivement des outils qui vont permettre d'étudier et de comparer les cerveaux et le fonctionnement de ces cerveaux de sujets à haut potentiel intellectuel par rapport à des sujets lambda. Nous avons trois types d'outils, les électroencéphalogrammes et les IRM. IRM qui peuvent être fonctionnels, c'est-à-dire qu'on place l'individu dans la machine et on lui demande de réaliser des opérations intellectuelles et on observe quelles sont les zones activées au niveau du cerveau, et les IRM purement morphologiques qui nous permettent d'avoir une image très précise du cerveau, mais dans sa dimension plutôt organique, enfin dans sa dimension anatomique, sa forme. Or, ce que l'on remarque, c'est que les études qui portent sur les électroencéphalogrammes montrent une différence, même si au début elles ont un peu induit en erreur. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que si on fait l'enregistrement de l'activité électrique, en fait l'électroencéphalogramme enregistre l'activité électrique du cerveau, chez les enfants à haut potentiel, on observe une activité globale, comme si effectivement il y avait un fonctionnement harmonieux du cerveau, ce qui n'est pas le cas chez les enfants tout venant. Alors ça nous a un peu induit en erreur parce qu'en fait, par la suite, ce qu'ont montré les IRM fonctionnels, c'est-à-dire qui permettent de voir comment le cerveau fonctionne, c'est que justement, lorsqu'on compare le cerveau, l'activité du cerveau d'un enfant à haut potentiel de celle d'un enfant lambda, il va y avoir des zones plus activées, et notamment les zones frontales et pariétales. Les zones frontales, c'est la partie avant du cerveau, de façon bilatérale, vous savez qu'on a deux hémisphères, et pariétale, c'est celle qui est un peu au-dessus. Zones qui sont plus impliquées dans les facultés de raisonnement, mais également dans tout ce qui va être les fonctions sociales, mais également l'apprentissage. Autre élément que nous apporte l'IRM, cette fois dans sa dimension plutôt anatomique, c'est qu'effectivement, il va y avoir des différences, et notamment au niveau de la substance blanche. Pour rappeler un peu les choses, le cerveau est donc constitué de substance blanche qui est centrale et enveloppé du cortex cérébral qui constitue la substance grise. Dans la substance grise, il y a surtout les noyaux des neurones, là où s'effectue toute l'activité, on va dire, intellectuelle. Et au niveau de la substance blanche, c'est plutôt les connexions. Or, ce que l'on remarque, c'est qu'effectivement, au niveau de la substance blanche, il semblerait qu'il y ait une plus grande connectivité, donc probablement une plus grande vitesse et un plus grand nombre de connexions au niveau du système nerveux du cerveau. Dernière particularité anatomique et qui est très intéressante, notamment autour de ces questions d'hérédité, on a remarqué que le cerveau, là aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de cerveau, le cerveau est tout froissé, comment dire, voilà, tout ridé en fait. Ça correspond à des circonvolutions. Ce que l'on sait, c'est que ces circonvolutions augmentent la quantité de cerveau. Faites une expérience, si vous prenez une corde comme ça, qui va mesurer 10 cm, si vous prenez une corde de 20 cm et que vous la pliez, elle va pouvoir effectivement, vous allez pouvoir mettre dans le même volume, la boîte crânienne, plus de quantité si tout est plissé que si effectivement tout était droit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, ce qu'on a observé, c'est que les cerveaux d'enfants à haut potentiel ont plus de circonvolutions que les cerveaux des autres, ce qui laisserait entendre, puisqu'on vient au monde avec une configuration anatomique particulière, qu'il y aurait une composante congénitale, voire héréditaire, à la précocité. Les personnes dotées d'un QI élevé sont-elles plus touchées par les troubles psychiques? Alors, d'emblée, je dis non.
Et oui. C'est-à-dire qu'effectivement, tout dépend ce que l'on évalue et la façon avec laquelle on regarde les choses. Si on revient à ce qui fait un peu le cœur de la problématique de l'enfant ou de l'adulte à haut potentiel, cette acuité particulière, ce besoin effectivement, ce fonctionnement intellectuel particulier, c'est vrai que ça favorise le doute, ça favorise des questionnements existentiels et ça peut effectivement, dans la mesure où ça a parfois pour conséquence une mauvaise intégration sociale, des difficultés scolaires ou éventuellement une scolarité ordinaire, alors qu'on sent bien que c'est un peu comme si on avait une Ferrari dans notre tête et qu'on était limité à 20 à l'heure. On sent bien qu'il y a comme ça quelque chose qui nous met mal à l'aise et peut donc favoriser des troubles, plutôt des troubles de l'humeur, que l'on va retrouver soit chez les adolescents, parce que viennent alors s'associer la problématique de l'adolescence, de la puberté et la précocité, ou à l'âge adulte. Et effectivement, c'est des sujets qui peuvent être plus sensibles à la dépression. En revanche, il ne faudrait pas inverser les choses, parce qu'effectivement, ce que l'on observe, c'est qu'il y a aussi des troubles psychiatriques qui peuvent être associés à un haut potentiel intellectuel. Mais ça fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire que les enfants à haut potentiel ou les adultes peuvent être plus sensibles à certains troubles de l'humeur ou à certains troubles anxieux, mais sans pour autant avoir des troubles psychiatriques graves. À l'inverse, il y a des patients avec des troubles psychiatriques graves de type TSA, par exemple, des troubles du spectre autistique, des troubles du spectre autistique, qui peuvent, eux, présenter effectivement un haut potentiel intellectuel. C'est notamment les patients que l'on dit atteints du trouble d'Asperger, qui sont effectivement des patients autistes, donc un peu enfermés dans leur monde, si on veut donner une rapide définition de l'autisme, et qui à la fois ont un fonctionnement intellectuel très pertinent, très élevé. Une autre question me vient. Les écoles de type Montessori sont-elles mieux adaptées aux enfants précoces? Alors c'est vrai que l'approche Montessori qui se centre sur les particularités de chaque enfant, qui va utiliser des outils un peu spécifiques, des outils adaptés, peut tout à fait être intéressante. Alors, pour autant, aujourd'hui, il existe un certain nombre d'écoles, publiques ou privées, qui vont utiliser, sans être des écoles de type Montessori, vont utiliser effectivement ces approches très intéressantes. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment une aide pour un enfant à haut potentiel. Pour autant, ce qui va aussi permettre de faire le choix, c'est comment lui-même se trouve intégré dans l'école où il a démarré sa scolarité. Ah, bah justement, donc une autre question vient compléter celle-là. On entend beaucoup parler des écoles spécialisées pour enfants précoces. Quand faut-il envisager ce genre d'école? Comment réagissent les enfants quand ils reviennent dans des structures, je suppose des structures classiques? Alors, effectivement, parfois certains parents vont choisir d'emblée, sans présager de la spécificité de leur enfant, des écoles maternelles utilisant les techniques Montessori. C'est une bonne chose. Parfois non, et c'est vrai que souvent la précocité va plutôt se détecter effectivement à l'école lorsque commencent à se distinguer ses particularités ou les particularités de cet enfant, de son fonctionnement intellectuel par rapport aux autres enfants. À quel moment envisager de changer d'école? Je crois que tout va dépendre de la façon avec laquelle l'enfant s'intègre à son école et comment surtout il peut être intégré. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants sont, sinon formés, en tout cas intéressés par la question de la précocité ou de la surdouance, et donc sont tout à fait prêts à adapter leur méthode d'apprentissage ou même leur fonctionnement au sein de la classe. Donc l'idée, ça peut être de permettre à l'enfant de poursuivre sa scolarité dans le milieu scolaire où il se sent bien, où il a tissé peut-être des liens avec des camarades, où il a effectivement peut-être des repères, ne serait-ce que des repères géographiques par rapport à sa maison. Et lorsqu'effectivement on sent un décrochage scolaire, lorsqu'effectivement on sent un enfant qui
commence à se plaindre ou commence à manifester un malaise, à ce moment-là, ça peut être pertinent d'envisager, dans un premier temps, d'en parler aux enseignants pour voir ce qui peut être mis en place de façon spécifique, c'est-à-dire qu'effectivement, au sein de la classe, peut être envisagé des aménagements, peut-être être plus attentif à apporter un maximum d'outils à l'enfant lorsqu'effectivement on sent qu'il décroche ou qu'il se désintéresse. Donc ne pas hésiter effectivement à adapter sa pédagogie à l'enfant. Et si c'est trop compliqué ou si ce n'est pas possible, à ce moment-là, envisager de changer d'école. Ce que l'on observe quand même, c'est que souvent le moment de plus grande difficulté, c'est-à-dire que certains enfants vont quand même arriver à suivre un primaire assez relativement harmonieux, c'est souvent au collège que la difficulté est plus grande, sans doute parce que viennent en plus s'associer des problématiques adolescentes et qu'effectivement la dynamique des adolescents de collège entre eux est souvent un peu plus rude. Donc, pour répondre à la question sur le retour dans un cycle ordinaire, c'est vrai que c'est souvent plus facile de le faire après le collège, au moment de l'entrée en seconde ou au lycée, où là, effectivement, il y a sans doute plus de souplesse, un mode d'apprentissage aussi qui est un peu plus porté sur l'autonomie de l'enfant et qui permet donc aux enfants à haut potentiel une meilleure adaptation. Ma fille de 3 ans va bientôt passer les tests. Comment la préparer? Lui dire qu'elle va faire des jeux, par exemple? Alors, effectivement, en termes de préparation, il ne s'agit pas de la préparer à un concours, la préparer à un examen. Elle est sans doute déjà suffisamment un peu sous tension par rapport à ça. En revanche, ça peut être important de lui expliquer les choses par rapport à nos questionnements à nous et comment ces tests peuvent nous apporter des réponses. Ne pas hésiter à lui dire qu'effectivement, il semblerait que son fonctionnement intellectuel soit particulier et que ça fonctionne sans doute très vite dans sa tête et qu'il y a plein de questions qui se passent et qu'on a besoin pour l'aider de pouvoir avoir une idée de comment ça fonctionne, que pour autant il va s'agir juste de jeux ou d'exercices à réaliser et que toutes les réponses sont bonnes. En tout cas, c'est pas comme à l'école, il va y avoir une évaluation, mais ce ne sont pas des notes ou des bonnes notes que l'on met, donc quelque chose qui puisse vraiment dédramatiser cette passation. Vanessa nous demande, y a-t-il une nécessité à refaire passer les tests à l'adolescence? Non, ce n'est pas indispensable. Si des tests ont été faits dans l'enfance, qu'ils ont objectivé un haut quotient intellectuel, il n'est pas indispensable de les repasser à l'adolescence. Alors c'est vrai que parfois on observe une harmonisation des fonctionnements cognitifs à l'adolescence, c'est-à-dire qu'effectivement une harmonisation veut dire que le fonctionnement cognitif et émotionnel trouve son équilibre et une meilleure homogénéité, faisant de l'adolescent, le faisant sortir peut-être de cette catégorie de haut potentiel. Pour autant, est-ce vraiment nécessaire de réévaluer? Je ne le crois pas. Toujours, le plus important étant toujours que l'enfant soit, ou là en l'occurrence l'adolescent, puisse être bien dans sa peau. Donc si effectivement des questions se posent, si effectivement on observe une inflexion de l'humeur, un moment, pourquoi pas. Mais encore une fois, l'adolescence est un moment très particulier où le processus même de l'adolescence peut favoriser des modifications. Donc l'idée c'est peut-être d'être plutôt attentif à ça, plutôt être effectivement enveloppant, rassurant, répondre aux attentes de nos adolescents sans forcément les tester. Alors, ma petite fille s'est inventée une amie imaginaire, elle lui a même donné un nom. Elle lui parle quand elle joue et quand elle fait une bêtise, elle dit que c'est son amie qui l'a fait. Faut-il s'inquiéter? Beaucoup d'enfants, j'ai presque envie de dire la plupart des enfants, ont des amis imaginaires, mais tous n'en parlent pas. On sort donc là du champ même de la précocité ou des enfants à haut quotient intellectuel ou haut quotient émotionnel. Parce qu'effectivement, à une certaine tranche ou à une certaine étape de leur vie, l'enfant effectivement a besoin d'un outil qui va l'aider à gérer ses émotions et cet enfant imaginaire joue un peu ce rôle-là.
ce qui explique qu'il est tour à tour à la fois un camarade, une amie, le meilleur ami ou la meilleure amie à qui on peut tout dire, mais également un double, le double peut-être un peu malfaisant, c'est-à-dire celui qui va avoir des émotions qui ne sont pas autorisées, celui qui va faire des bêtises, et qui permettent à l'enfant comme ça de trouver un certain équilibre émotionnel. Alors effectivement, la façon avec laquelle cet ami imaginaire est présenté dépend aussi de la réceptivité des parents. C'est-à-dire que si très rapidement les parents mettent un terme en disant « mais arrête tes histoires, c'est n'importe quoi », l'enfant peut ne plus en parler, ce qui ne l'empêchera pas effectivement de continuer à le fantasmer. Ou à l'inverse, face à des parents compliants, mais qui parfois, je donne un exemple volontairement à l'opposé, trop compliants, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui mettent une assiette pour l'ami imaginaire ou qui lui mettent sa ceinture lorsqu'ils partent en voyage. Là, effectivement, si on encourage trop cet ami imaginaire, il peut effectivement prendre beaucoup de place. Ce que l'on peut aussi observer, c'est que souvent, l'ami imaginaire prend un peu le relais du doudou quand il n'est pas lui-même le personnifié, objectivé par le doudou. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. L'idée, c'est sans doute de trouver le juste compromis entre laisser à l'enfant exprimer ses émotions et dans le même temps ne pas se montrer complètement dupe. Un exemple, lorsque l'enfant a fait quelque chose, a eu un acte qui effectivement n'était pas adapté et qui dit « c'est pas moi, c'est Doudou », on peut lui dire « tu aurais peut-être aimé que ce soit ton ami imaginaire, mais moi j'ai bien vu que c'était toi ». Ou alors, ton ami imaginaire, effectivement, il t'accompagne, il nous accompagne, mais il n'a pas la capacité de réaliser des actes puisqu'il est imaginaire. Je suis maman d'un garçon de 6 ans, diagnostiqué précoce. Je n'arrive plus à gérer l'énergie et le comportement de mon fils. Réflexion blessante et provocation permanente. Avez-vous des conseils? Ce qui n'est pas facile, effectivement, à gérer et évaluer, ce sont justement les comportements ou les remarques de l'enfant. Je pense notamment à certaines remarques qui, de notre point de vue d'adulte ou de parents, peuvent être effectivement des remarques blessantes, une forme d'irrespect, voire d'insolence, quand chez l'enfant, c'est purement de la logique ou purement un attachement à des valeurs comme par exemple la loi, la justice, sur lesquels ils se montrent souvent, du fait de leur acuité intellectuelle, très arrêtés, parfois même justement un peu rigides, un peu figés. L'idée, ça va être effectivement, tant que faire se peut, de pouvoir les combler sur le plan à la fois intellectuel et émotionnel. Donc ça va être important effectivement de pouvoir régulièrement les nourrir, favoriser effectivement des activités dans lesquelles ils vont trouver des réponses, qu'elles soient effectivement éducatives, culturelles, intellectuelles, mais également des éléments peut-être plus émotionnels, leur permettant justement à la fois de mieux mettre de la distance vis-à-vis et de la perception des émotions des autres et de la perception de leurs propres émotions. Ne pas hésiter, même si ce n'est pas toujours facile, de s'associer à ce qu'ils ressentent en émettant des hypothèses. Peut-être que là, effectivement, tu es très en colère ou un peu énervé parce que les choses se passent comme ça alors que tu imaginais et qu'elles auraient dû se passer autrement. Ou par rapport à d'autres types d'émotions comme la joie qui pourrait être très envahissante, pouvoir effectivement mettre un cadre affectueux contenant à ces émotions. Neige nous demande comment gérer les frustrations causées par des changements de dernière minute et comment les maîtresses peuvent les aider. Pourquoi ne sont-elles pas formées aux enfants différents? Ah, alors, effectivement, je ne maîtrise pas les programmes de formation des enseignants, des professeurs des écoles. Pour autant, je crois que maintenant, ils ont une meilleure connaissance de ces particularités. Ce qui sans doute est compliqué, et c'est d'ailleurs ce qui revient souvent dans le discours des enseignants, c'est qu'ils ont toute une classe à gérer, et une classe est donc composée d'enfants tous différents, un certain groupe d'enfants relativement homogènes dans la moyenne, et puis des enfants plus en difficulté ou peut-être moins éveillés, et des enfants ou un enfant parfois présentant un haut quotient intellectuel. Et donc c'est vrai que l'enseignant doit faire avec l'ensemble
de ces élèves. Et c'est pour ça que parfois, ils ont du mal à se mobiliser pour un seul élève quand ils ont effectivement d'autres élèves à la traîne. C'est pour ça que ça peut être vraiment intéressant de favoriser ce qu'on appelle des équipes éducatives au cours desquelles les parents qui connaissent bien leur enfant, l'enseignant, le directeur réfléchissent à ce qui peut être mis en place au niveau de l'école. Actuellement, la MDPH peut proposer par exemple des aides de vie scolaire, c'est-à-dire une personne qui viendrait seconder la maîtresse pour justement accompagner tel ou tel enfant. Alors on connaît beaucoup, on a souvent idée de l'utilisation de l'AVS, donc AVSI, parce qu'individuel, donc auxiliaire de vie scolaire, pour les enfants qui sont plus en retard, qui ont besoin d'être accompagnés, stimulés, mais ça pourrait être tout à fait pertinent d'avoir recours aux AVS aussi pour des enfants à haut potentiel qui, à ce moment-là, pourraient trouver une interlocutrice ou un interlocuteur particulier pour justement leur apporter un matériel éducatif, pédagogique que la maîtresse ne peut pas leur apporter quand elle doit s'occuper des autres élèves. Je crois qu'il y avait une autre partie de la question que j'ai oubliée, parce que déjà une autre question m'arrive. Le neuropédiatre suspecte un TDA HPI chez mon fils de 4 ans, mais il ne peut l'affirmer pour le moment. À quel âge peut-on poser un diagnostic sûr? Alors, TDA, trouble de l'attention, haut potentiel intellectuel chez mon fils. Alors, c'est complexe parce que ce sont deux entités symptomatiques qui peuvent s'associer mais qui sont un peu différentes. Le TDA, le trouble de l'attention, effectivement, ne concerne pas que les enfants à haut potentiel, il peut concerner aussi des enfants effectivement qui vont présenter aussi un trouble de la, une certaine forme d'instabilité psychomotrice. Parallèlement, les enfants à haut potentiel intellectuel, effectivement, du fait de ce fonctionnement mental que l'on pourrait qualifier d'être en permanence en ébullition, peuvent effectivement présenter des troubles de l'attention, puisqu'effectivement, ils s'enchaînent les questions, ils passent d'un centre d'intérêt à un autre. Alors, c'est vrai que 4 ans, c'est un peu tôt. Pour autant, il existe des tests qui permettent de l'évaluer, en tout cas d'évaluer le trouble de l'attention. Ce sont souvent, malheureusement, des tests un peu subjectifs, c'est-à-dire qui dépendent du sujet et de l'état dans lequel il se trouve, fatigué, en pleine forme, posé, concentré, ou au contraire déjà très, très, très excité. Pour autant, je pense qu'effectivement, dès 4 ans, 4-5 ans, il est aussi possible d'évaluer son quotient intellectuel avec des tests adaptés à son âge. Ma fille est en grande section de maternelle et sait déjà lire. Mais à l'école, quand la maîtresse lui demande de lire des lettres, elle fait comme si elle ne le savait pas. Pourquoi cache-t-elle ses compétences? Alors, je ne pourrais pas nécessairement répondre par rapport à votre fille que je ne connais pas, d'autant qu'il peut y avoir plusieurs facteurs. Là aussi, si on revient à cette notion de haut quotient intellectuel, il peut être important de distinguer justement des enfants à haut quotient intellectuel liés effectivement à cette forme très particulière de pensée. Et c'est souvent pour ça qu'on est un peu, que le terme même de précocité ou d'enfant surdoué est un peu, est sans doute à nuancer ou à spécifier, et distinguer ces enfants-là d'enfants qui sont à la maison naturellement très stimulés. Et il y a effectivement des enfants qui, sans être à haut potentiel intellectuel, c'est encore une fois avec ce mode de fonctionnement particulier, qui peuvent être justement très intéressés par les apprentissages et parce que très stimulés, apprendre très tôt à lire et à compter, très tôt effectivement à intégrer les apprentissages scolaires. Pour autant, certains de ces enfants, pour avoir démarré ces apprentissages à la maison, vont opérer, mais là c'est plus pour une raison, je dirais un peu affective, plus pour une raison relationnelle, effectuer un clivage entre maison et école. Et de fait, la maison devient le lieu des apprentissages, où effectivement on est fier de montrer à maman ou à papa combien il nous a bien appris à lire, alors que l'école va plutôt être le lieu de la socialisation, c'est-à-dire le lieu où on s'amuse avec les copains et les copines parce qu'on ne retrouve pas les mêmes à la maison, et notamment, même s'il y a des frères à la maison, des frères ou des sœurs à la maison, ils n'ont pas le même âge. Il n'y a pas que des fratries de jumeaux. Et c'est vrai que l'école
propose cette structure très particulière que dans une classe, on se retrouve avec des copains-copines qui ont le même âge, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes préoccupations. Donc il y a vraiment une dimension sociale à l'école qui parfois va être davantage investie que la fonction des apprentissages, surtout si cette fonction est remplie à la maison. Après, l'autre élément qui peut intervenir, c'est bien sûr l'élément relationnel, et notamment par rapport à la maîtresse ou au maître. Il y a des enfants qui, effectivement, ont besoin de montrer ou de signifier à la maîtresse qu'effectivement, ils n'ont qu'une maman et qu'un papa, et que c'est avec eux qu'ils ont envie de grandir. Mon enfant de 8 ans a été détecté EIP, c'est-à-dire enfant intellectuellement précoce, et il est très angoissé, notamment par des questions existentielles sur la vie et la mort. Son hypersensibilité m'inquiète, comment le rassurer? Vous avez là effectivement la description classique d'un enfant à haut quotient intellectuel. Vous avez dû remarquer que depuis le début, je jongle avec surdoué, haut quotient intellectuel, et là le terme qui vient d'être employé, c'est enfant intellectuellement précoce. Pourquoi je m'arrête 2 minutes sur les termes? Parce qu'effectivement, donc ce terme enfant intellectuellement précoce est celui qui est retenu par l'éducation nationale et qui finalement, parce qu'il fallait bien trouver un consensus. Ce qui est très compliqué justement en termes de noms, et c'est vrai que les noms, pour nous qui sommes effectivement une société de la parole, en tout cas des êtres de parole, les noms ont leur importance. Or, ce qui est complexe, c'est que lorsqu'on commence à parler de surdoué, de précocité, il y a l'idée d'un plus, que les enfants sont plus comme ci ou moins comme ça. Alors que ce qui est surtout en jeu, ce n'est pas tellement une question de plus ou de moins, c'est surtout une question de spécificité du fonctionnement intellectuel, qui effectivement en fait un fonctionnement plus rapide, plus en recherche de questionnement, de corrélation entre les événements. Ce qui explique pourquoi, comme pour cet enfant dont nous parle ce parent, ça en fait des enfants plus angoissés. Parce qu'effectivement, ils ont très rapidement une conscience du monde et des phénomènes liés aux êtres humains, liés à la vie. Ils comprennent très vite, par exemple, que la vie est éphémère, que leurs parents vont mourir, et ça peut effectivement être très, très angoissant. De même qu'ils sont effectivement agités des émotions qu'ils perçoivent des autres et de l'impossibilité de répondre de façon pertinente à ces émotions-là. L'idée pour le rassurer, alors c'est effectivement d'être toujours très présent, c'est-à-dire effectivement de proposer des activités qui lui permettent de s'inscrire dans le présent. Donc je crois que c'est important effectivement de nourrir ces enfants, d'activités, de visites, tout ce qui va leur permettre de trouver des réponses. Alors ça ne veut pas dire forcément leur imposer certaines choses, mais je crois que ça peut être très important de laisser à disposition un éventail suffisamment complet de sources de connaissances, des livres d'histoire, des livres sur la nature, des livres, ou des objets qui vont leur permettre de trouver des réponses. C'est important de répondre à leurs questions en mettant, nous, de côté nos émotions. Un enfant qui va vous interroger sur la mort, c'est aussi très important justement de ne pas vous laisser envahir par vos propres craintes autour de la mort. Je pense que c'est important d'apporter des réponses concrètes, que ce soit sur la mort, sur la vie, sur la sexualité, sur toutes ces questions fondamentales. Je pense que ça peut être aussi important de les envelopper et de les rassurer par rapport à leurs émotions en mettant des mots ou des hypothèses. J'ai l'impression que en ce moment tu vis telle ou telle chose, peut-être qu'on peut en parler. Voilà, je pense qu'effectivement, et si ça s'avérait insuffisant ou si on ne se sentait pas suffisamment pertinent pour ça, je crois qu'il ne faut vraiment pas hésiter à consulter un spécialiste, un thérapeute pour enfants, pédopsychiatre ou psychologue pour enfants, ou même un spécialiste des enfants précoces. Une première étape d'ailleurs peut tout à fait être d'aller à la rencontre d'associations. Il y a maintenant des associations qui se sont montées, qui regroupent justement des parents, des enfants devenus adultes, et qui ont déjà traversé certaines de ces parcours et qui peuvent tout à fait vous aider à trouver vos réponses.
et surtout peut-être permettre à votre enfant de se retrouver avec des enfants avec qui justement il se sentira davantage en connexion. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment l'aider. Encore une fois, un des éléments qui peut mettre l'enfant, qui peut déstabiliser l'enfant, c'est justement de se sentir vraiment, vraiment unique par rapport aux autres, ou vraiment différent par rapport aux autres enfants. Ce qui me fait penser, puisqu'on a parlé un peu tout à l'heure des différents termes, des différentes appellations, c'est vrai qu'il peut avoir l'impression d'être un drôle de zèbre par rapport aux autres, ce qui explique effectivement que cette appellation a été retenue. Hein, on parle souvent d'enfants zèbres. En fait. J'ai entendu dire que les HQI pouvaient être dangereux du fait de l'utilisation de leur intelligence au détriment de leurs émotions et de celles des autres. Ah oui, alors là, je vous rassure d'emblée, effectivement, tous les enfants à haut potentiel intellectuel ne deviendront pas de dangereux psychopathes comme dans les films ou la littérature, au prétexte qu'effectivement, ils sont très intelligents. Au contraire, je pense que ce sont plutôt des individus très soucieux des autres et soucieux de ce que les autres peuvent ressentir et de ce qu'ils peuvent faire pour effectivement aider les autres. Tout à l'heure, je parlais également de leur attachement à certaines valeurs, hein, comme la justice, la générosité, l'équité, qui peuvent aussi justement venir interférer dans leur socialisation. À ce titre, justement, parce que j'évoquais cette notion de zèbre, hein, qui est un terme qui a surtout été, qui a mis en valeur donc une de mes consoeurs, Jeanne Sio-Facci, avec l'idée effectivement que le zèbre est, donc il appartient à la famille des équidés, des chevaux, enfin comme les chevaux, mais qu'il est effectivement difficilement domptable et surtout très particulier, très différent. Pour autant, c'est un animal qui est très soucieux effectivement des autres et notamment de ses proches. Voilà. Dernière question, comment développer l'intelligence de mes enfants? Alors, si on est effectivement avec des enfants à haut potentiel, je crois que l'idée, ce n'est pas de l'aider à développer davantage son intelligence, mais plutôt à voir comment il va pouvoir l'utiliser, qu'on parle effectivement de son intelligence cognitive ou de son intelligence émotionnelle pour trouver sa place dans le monde et comment justement il va pouvoir exprimer cette intelligence particulière, cette émotivité particulière pour justement et notamment dans tout ce qui va être créativité, expression de ses capacités émotionnelles et cognitives. Pour les enfants, je dirais tout venant, je pense que ça va être important de les accompagner dans les apprentissages en soulignant l'intérêt des apprentissages à l'école, en multipliant les activités. Et d'une façon générale, si je devais conseiller quelque chose, c'est de limiter justement tout ce qui va être les écrans au profit des vraies activités que l'on peut faire ensemble, des activités s'appuyant sur du concret. Voilà. Merci pour votre participation et pour toutes ces questions. Et à bientôt sur Doctissimo Maman.